B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Bonjour Aude Jacquet. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Aude Jacquet, vous dirigez l'entreprise de paysagisme qui porte votre nom, le nom de votre famille depuis maintenant 4 générations. Bureau d'études, jardins et parcs privés, terrains de foot et de tennis, piscine, maçonnerie, espaces verts, pépinières. Nombreux sont les services que vous proposez. Vous maîtrisez toute la chaîne de valeur dans votre secteur. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises qui ont les mêmes activités. Qu'est-ce qui fait que vous avez une palette de services aussi large ? Alors d'abord, on est une vieille entreprise. On aura 115 ans l'année prochaine. Donc je suis la 4e génération et beaucoup de ces secteurs d'activité se sont greffés au fil du temps. Mon arrière-grand-père a commencé avec la pépinière, le paysage et les terrains de tennis. Et de là, au fur et à mesure, on a vu qu'on avait besoin de contrôler le système d'arrosage parce que c'est complètement lié avec notre métier, qu'on avait besoin d'un atelier de serrurerie parce que on en avait besoin tous les jours. Donc petit à petit, les choses se sont greffées et on a vraiment une politique où on aime bien tout contrôler en fait, afin d'être sûr de la qualité. Aujourd'hui, une entreprise plus de centenaire, avec près de 200 collaborateurs, même un petit peu plus, active en Suisse et en France voisine également, on aura l'occasion d'y revenir. Vous dirigez cette entreprise, vous êtes né dans une pépinière ou dans un jardin ? Oui, presque pratiquement. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a complètement fait partie de mon éducation, sans pour autant qu'on m'en parle tous les jours, parce que ça n'aurait pas été... j'aurais peut-être par rébellion, je serais pas allée dans l'entreprise. Mais oui, ça fait partie de notre culture. Mon grand-père, mon père, donc, puis mes oncles aussi. J'ai une cousine qui est architecte paysagiste aussi, donc ça fait partie de ce qu'on est, effectivement. Vous observiez Alors... Beaucoup pour le design. Je voulais être architecte au début, puis maintenant je suis architecte paysagiste. Et la partie vert est venue plus tard, le côté naturel, le côté extrêmement humble, parce que finalement, quand on fait un jardin, il n'est absolument pas figé comme pourrait l'être un bâtiment. Il va évoluer, il va grandir, des arbres vont bien prendre, d'autres moins bien. Et puis finalement, on va essayer de corriger tout en respectant la nature. Et c'est ce côté un petit peu discussion entre la nature et l'architecte paysagiste qui est très intéressante. C'est ça qui m'a plu dans mon métier. Quels sont les différents corps de métier que l'on retrouve chez Jacquet ? Alors, vous en avez dit beaucoup. Donc, on a des jardiniers, on a des maçons, on a des ouvriers spécialisés. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire un terrain de foot, il n'y a pas d'école. C'est une famille, en l'occurrence, qui a monté ça petit à petit. Et puis, finalement, il y a le gendre qui est venu, le cousin, le frère. Et ils se forment entre eux. Donc on a ça. Pour l'arrosage automatique aussi, il n'y a pas de formation. Donc il y a des spécialistes, beaucoup. On a des pépiniéristes, on a des serruriers, j'en ai parlé. On a aussi des mécaniciens parce qu'il faut réparer nos machines. Et puis beaucoup d'autres encore. Vous êtes la 4e génération d'architectes aussi, ou les générations qui vous précédaient étaient dans d'autres branches ? On me posait une colle. Alors, mon père est ingénieur civil et architecte paysagiste, oui. Mon grand-père, j'en sais rien, et mon arrière-grand-père non plus. Mon grand-père a été le fondateur de l'école de Lullier avec Walter Brugère. Il vient d'avoir une exposition qu'a organisée l'EPIA, et donc c'est lui qui a initié l'école. Mais donc, évidemment, je pense qu'il n'avait pas de formation avant. On l'a dit tout à l'heure, vous travaillez pour des jardins vraiment privés, pour des entreprises, pour aussi la ville de Genève et pour des grands événements, notamment tout le revêtement du CHI que vous allez... On est en train de terminer, ça commence demain. Comment est-ce qu'on conçoit ces espaces et quelles sont les demandes des clients quand ils viennent vous voir ? Elles sont très diverses. Soit ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Déjà, monsieur et madame ne sont pas toujours d'accord. Donc, ça, c'est pas toujours très simple. Mais ça fait aussi partie Il faut ménager la chèvre et le chou un peu. Exact, ouais. Et soit, sinon, ils viennent d'acheter une maison, ils ont un terrain, ils ne savent pas comment faire, mais ils ont des envies. Donc voilà, dans les jardins privés, c'est assez sympa parce qu'on peut discuter. Il y a toute ce mélange entre leurs idées, nos compétences, nos regards de professionnels dessus. Et puis, grâce à ça, on arrive à évoluer et à trouver quelque chose qui leur plaise. Les gens vous demandent comment ils aimeraient se sentir dans ce jardin ou ils ont des demandes très précises déjà quant à l'aménagement ? Alors, ça a beaucoup évolué.
le Covid a beaucoup fait changer, ou les générations, je ne sais pas, mais ça a beaucoup changé ces derniers temps. C'est-à-dire qu'avant, c'était une pièce verte, bon, qui était là, avec du gazon. Il fallait faire un entretien le plus simple possible. Et maintenant, c'est vraiment une pièce en plus. Elle est très importante. On aura gagné quand on achètera d'abord le jardin et ensuite la maison et qu'on l'aménagera en premier. Ça reste toujours en dernier. Mais de là, maintenant, on aimerait des potagers. Il y a le côté, on aimerait ben voilà, entretenir ce jardin de façon intelligente, de ne pas mettre de produits chimiques, pouvoir aller picorer des tomates, des herbes condimentaires. Donc aujourd'hui, on vit beaucoup plus dans le jardin. Il a plus de rôle qu'avant. Est-ce qu'il y a des modes dans les jardins pour les particuliers comme pour le prêt-à-porter? Est-ce qu'il y a des magazines qui dictent les tendances? On a plein de magazines et de plus en plus de magazines. C'est inspirant pour nous et puis ça nous fait évoluer. Et oui, bah alors, on avait une mode très aseptisée où il fallait avoir des grès très propres, justement de nouveau les végétaux qui dépassent pas et qui demandent pas d'entretien, ou du plastique presque. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus nature, beaucoup plus, on revient vers le gravier, on veut des matériaux nobles. Alors, il y a un truc, quelque chose qui n'a pas changé, c'est que on veut un jardin unique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... On a beau s'inspirer des magazines où les gens regardent sur Instagram, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais par contre, ils veulent un jardin unique. Donc, il faut retrouver là-dedans quelque chose d'un peu différent. Les piscines, vous en fabriquez? Est-ce que c'est encore à la mode? Complètement. Complètement, parce que justement, les gens sont restés chez eux avec le Covid. Et puis, ils ont réalisé que finalement, ils étaient pas mal dans leur jardin, mais qu'en été, ils avaient envie d'un point d'eau. On a des demandes de piscines qui explosent, de toutes petites piscines, grandes comme des jacuzzis. Et alors oui, nous ne faisons que des piscines en béton. Nous ne posons pas de coque. Avec l'expérience, on a compris que c'était la meilleure solution. Donc, on ne fait que des piscines en béton et on en fait beaucoup. Au Jacquet, pour des clients particuliers ou institutionnels, un nouvel espace de créer, est-ce que c'est un client gagné, fidélisé sur le long terme pour l'entretien ou pas forcément? Beaucoup. Souvent. Pour privé, institutionnel, c'est pas tout à fait pareil. Mais vraiment, avec le client privé, on crée une relation. Le jardinier, après, crée une relation avec le client. Il est dans son jardin une fois par semaine. Il développe, voilà, il travaille sur des espaces. Pour l'institutionnel, c'est un tout petit peu différent parce qu'on parle plus prix. Mais je crois aussi que les collectivités se rendent compte que la qualité de travail est importante et qu'on finalement on voit qu'on arrive à travailler sur le long terme aussi dans les collectivités. Mais il y a toujours un moment, tous les 3 ans, une remise en soumission au marché public. Ça fait partie des règles. C'est au concours pour les marchés publics? Oui. La concurrence est nombreuse? Alors oui, beaucoup. Il y a des entreprises, à Genève, il y a des entreprises de toute taille. On en a des grosses, du type de la nôtre. Après ça, il y a différents métiers. Nous, on est des architectes paysagistes et paysagistes. Il y a le génie civil. Souvent, on a des métiers qui peuvent un tout petit peu travailler les uns avec les autres ou les uns en concurrence avec les autres. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur ces marchés. Puis, je dirais que le verre est assez tendance en ce moment et pas mal d'entreprises sont en train de se dire que ce serait un bon créneau alors que c'est un métier qui s'apprend et c'est pas juste un créneau et c'est pas juste une opportunité. Et justement, qu'est-ce qui fait un bon paysagiste? D'abord, il faut connaître les plantes, il faut connaître le sol. Il faut pas avoir peur d'être dehors quand il fait pas beau. Et puis ensuite, c'est un métier de passion parce qu'il faut justement remettre sur l'établi ce que je disais aussi. Des fois, ça marche pas et on recommence. Et puis surtout, il faut se dire que le résultat final, on l'aura pas demain, mais on l'aura après-demain, dans 3 ans. Et c'est un métier où il faut rester humble. Le métier de paysagiste, c'est un métier qu'on apprend à l'école ou c'est finalement un métier qu'on apprend vraiment sur le tas, sur le terrain? Grand débat, on vient de l'avoir avec l'EPIA, parce que justement, ils ont des créneaux d'apprentissage et on aimerait bien qu'ils soient un petit peu différents. De toute manière, c'est un métier qu'on apprend toute sa vie, ça c'est sûr. Maintenant, et nous, on a la chance en plus d'avoir l'Huillier à Genève, puis ensuite l'EPIA pour créer des ingénieurs, avec un master maintenant qui est en train de commencer. Et donc, il y a une partie qui se fait là, mais la partie essentielle se fera avec l'expérience sur le terrain, en bureau. On vous intègre assez dans la réflexion justement des masters, de la filière de formation ou pas assez? Non, bien. Moi, je suis au comité académique de l'EPIA.
Donc ça, c'est une bonne chose. Je suis aussi membre du comité de Jardin Suisse. Jardin Suisse, c'est l'association des paysagistes. Et de plus en plus, il y a des connexions entre les deux pour justement voir... on est l'utilisateur final, disons. Donc on a besoin de travailler ensemble. Et puis on les aide. On intervient aussi pendant les cours, les cursus, pour amener des techniciens qui viennent leur apprendre le métier. Donc oui, je pense que c'est une bonne synergie. Puis tout ce qui est justement en relation avec la formation, mais qui se passe sur plutôt une autre, sur des plateformes du style YouTube, c'est quelque chose qui aide, qui permet aux personnes en formation de se développer, ou c'est quelque chose que vous avez encore du mal à reconnaître aujourd'hui? Ah non, moi je pense que c'est très positif. Ce serait idiot de se bloquer à ça. Il y a de tout. Il y a plein de métiers qui évoluent maintenant parce qu'avec le Covid, avec justement les générations, et je pense que c'est très positif, c'est très dynamique, ça remet tout le temps en question ce qu'on sait, ce qu'on connaît, et Rabi avait fait énormément évoluer les choses, donc non, c'est génial. En termes de formation, quel est le rôle de votre entreprise? Quels sont ses engagements pour la formation? Alors, à l'EPIA, je vous en ai parlé. On intervient aussi en tant que responsable pépinière avec l'école de Lullier. Donc là, il y a des techniciens ou moi qui sont partie prenante pour appuyer les écoles, appuyer les enseignants ou les directeurs. Après ça, on engage énormément de jeunes, que ce soit en job d'été, que ce soit en stage pré-EPIA. On essaie aussi de prendre des gens d'école qui sont à l'extérieur parce que c'est enrichissant aussi. Et puis après ça, on a des apprentis évidemment dans l'entreprise. Combien de places d'apprentissage qui sont créées chaque année? Actuellement, on en a 7. On va en créer 3 autres pour l'année prochaine. Mais il faut pouvoir les encadrer parce que d'avoir justement des apprentis qu'on laisse se débrouiller tout seul, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on va leur apprendre le métier. On a besoin de les encadrer. Oui, dans le secteur, on a pas mal d'apprentis qui sont souvent considérés à tort comme de la main-d'œuvre bon marché. Vous vous engagez donc justement à revaloriser cette profession. On l'a toujours fait. Après, chacun gère comme il veut. Mais vous avez raison, ça peut être un peu tendance à avoir de la main-d'œuvre pas chère. Et ce serait se tromper que de se dire que voilà, les futures générations, c'est de la main-d'œuvre pas chère. C'est une hérésie. Dans votre métier, un bon apprenti, c'est un futur employé, ou on a du mal encore à faire la passerelle et à engager directement après? Question de génération, ça. Effectivement, avant, on leur demandait de partir pour aller faire d'autres expériences. Et là, on a des tellement bonnes expériences avec les jeunes apprentis qu'on a eu ces dernières années. On leur propose une place. Après, ils resteront un moment, ils iront voir ailleurs, puis reviendront peut-être, ce qu'on a aussi assez souvent. Mais non, on leur propose s'ils sont bons, et puis en général, ils ne sont pas trop mauvais, on leur propose de rester. Au Jacquet, quel que soit le secteur d'activité, on dit souvent que les entreprises familiales depuis plusieurs générations dirigées, contrôlées par une famille sont meilleures que les autres. Meilleur, je sais pas. Expliquerait ce petit avantage? Le côté rendement, parce que on n'est pas là juste pour faire du chiffre, on est là pour parce qu'il y a eu 3 générations avant nous et qu'on aimerait peut-être que nos enfants continuent après. Donc on est plus un témoin ou un passage dans l'entreprise. Et l'idée, je ne verrais pas une entreprise sans que les gens se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils soient valorisés, qu'ils soient correctement payés, qu'ils soient formés. Donc je pense que cette partie-là est très différente. On travaille pour l'avenir, on ne travaille pas pour le rendement à la fin de l'année. Ça n'a rien à voir. Vous êtes arrivé à la tête de l'entreprise en 2014. Vous aviez des idées de changement en reprenant la direction de l'entreprise? Mon père m'avait mis pas mal en place parce qu'il était précurseur par rapport à beaucoup de choses dans le développement durable. L'idée, c'était déjà d'apprendre ce métier, parce que quand on sort de l'école, je disais tout à l'heure, on ne sait pas tout. Donc, de voir quelle était la dynamique et de ne pas arriver en disant que tout était mauvais, qu'il fallait tout changer. Et non, l'idée, c'est petit à petit de continuer à évoluer avec les générations. La pépinière va passer bio en janvier 2022. Elle est en reconversion depuis 2 ans. On sera la plus grande pépinière de Suisse à être bio. C'est beaucoup de travail et ça, c'est très important. On voit que ça intéresse tout le monde. On développe des nouveaux métiers, typiquement. On en parlait encore ce matin. Aujourd'hui, les gens ont peur d'abattre les arbres. L'opportunité, elle se crée aussi par l'actualité. Et donc, en fait, maintenant, les gens transplantent. Il faut avoir
des machines pour le faire, il faut avoir des compétences pour le faire. Et beaucoup de monde nous demande, beaucoup de gens nous demandent de pouvoir le faire pour eux. Et voilà, ça c'est peut-être un nouveau métier qu'on va créer, c'est de transplanter les arbres, les bichonner, les arroser pendant un certain temps, pendant que les travaux se font, puis de les remettre après dans leur environnement nouveau. Donc voilà, donc on a beaucoup développé les choses petit à petit. Et puis mon père est encore là avec moi, donc on continue à développer ensemble. Donc non, j'ai pas tout changé. La collaboration se passe bien? Très bien, ouais, très bien, très importante. Dans la technique même du métier de paysagiste, confronté maintenant à de lourds enjeux climatiques, est-ce que ça fait évoluer ce métier techniquement? Qu'est-ce qui change? Alors, on est tout d'un coup beaucoup plus. Tout le monde est très intéressé par notre métier. Tout le monde, voilà, on est sous les feux. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on arrive un peu à parler un petit peu de notre métier et puis de montrer que voilà, c'est très important. Techniquement, alors au niveau des plantes, ça change énormément parce que les plantes qui tenaient hier le font plus aujourd'hui. Les chênes, les hêtres, les charmes, c'est extrêmement triste, mais maintenant il faut évoluer avec ça. Donc oui, au niveau climatique pour les plantes, ça change énormément. Pour le reste, on se rend compte qu'il est important de pouvoir avoir des matériaux qui soient plus imperméables, mais drainants, c'est-à-dire que l'eau part directement dans le sol sous le revêtement. Et là, on est en train de rechercher plein de revêtements dans l'entreprise. On a testé plusieurs revêtements dernièrement qui ont l'air de fonctionner. Donc voilà, ça c'est aussi notre métier d'entreprise familiale et la génération, c'est de trouver des nouveaux revêtements, chercher, continuer, remettre sur l'établi si on se trompe. Et voilà. Le modèle de l'habitat aussi est en train d'évoluer, bien que Genève compte encore son lot de très grosses propriétés. Maintenant, on tend plutôt à mutualiser les espaces d'habitation. Est-ce que là aussi, ça induit créer de nouveaux types de paysages? Oui. Un peu partout, en fait, on le fait comme ça. Bah, déjà, mutualiser, c'est un terme qui est très intéressant parce qu'on mutualise aussi dans la collaboration entre les entreprises pour pouvoir créer des aménagements. Donc ça, c'est intéressant et on se rend compte que finalement, le côté renfermé n'apporte rien et ouvrir, nous apporte beaucoup plus de richesse. Pour les aménagements, on reporte beaucoup ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que maintenant les bâtiments, souvent les appartements sont plus petits ou les chambres sont plus petites, et puis il y a des collectifs beaucoup plus grands. On fait la même chose à l'extérieur. Alors il n'y avait pas d'espace privé, mais pour l'aménagement d'un immeuble, et ben voilà, ils auront peut-être plus du tout même de balcon. On le voit, au quartier des Vergers, à Belle-Terre aussi, il y a très peu de balcons. Et puis le jardin, en fait, c'est l'aménagement global. Donc oui, ça se répercute complètement. On passe aussi de l'horizontal au vertical. En tout cas, c'est la mode, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'il y a une réelle demande pour les murs végétaux, que ce soit pour des clients institutionnels ou privés? Il y a une mode, mais à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Parce que je crois qu'on se donne plus bonne conscience à imaginer que la végétation va pousser comme ça. Alors, elle pousse comme ça dans la nature. Il suffit de sels minéraux et d'humidité pour que les végétaux puissent pousser. Maintenant, il faut tellement d'entretien, il faut tellement d'eau pour que ça puisse pousser. Il y a un côté qui n'est pas naturel. Par contre, à l'horizontale, oui. Sur les toitures végétalisées, on a beaucoup de choses à faire. Ça pourrait être très utile. Dans quoi est-ce qu'on investit le plus aujourd'hui pour développer une entreprise dans le paysagisme? Est-ce que c'est dans la technologie? Est-ce que c'est dans les moyens? Dans l'humain, toujours. Après, dans la technologie, bien sûr. On a le BIM est sorti maintenant par rapport aux architectes. Donc, le BIM, c'est un outil qui permet de reprendre en sandwich les bâtiments pour savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir le suivre. Pour l'instant, c'est pas encore au point pour l'extérieur. Tout ce qui est 3D aussi, ça s'améliore beaucoup. Là, on vient d'investir justement dans un programme. On arrive à avoir des bons résultats, mais là, au niveau de la végétation, on n'est pas encore complètement au point. Ça fait un petit peu faux, mais on va arriver là-dedans. Donc, il faut suivre de très près. On est toujours un peu en décalage et un peu en arrière par rapport au bâtiment, mais on va y arriver. Malgré la technologie, évidemment, surtout que vous avez une pépinière, donc vous restez quand même à la merci des aléas climatiques. Oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le côté humble de notre métier, c'est que oui, il y a les aléas climatiques et ils sont de plus en plus compliqués à gérer parce qu'on a des excès dans tous les sens. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce qui parfois crée justement un décalage parfois avec nos clients qui n'arrivent pas à imaginer qu'une plante, il va falloir attendre pour qu'elle pousse et qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Oui, ça fait partie de notre métier. Dans le vin, on le voit avec l'anticipation du réchauffement climatique, certains cépages qui sont déplacés. Pour vous, dans votre profession, qu'est-ce que ça représente? De nouvelles plantes? On doit changer?
des nouvelles plantes. On a fait un carré de culture en pépinière, on a fait 3500 mètres carrés, qu'on a déplacé les plantes et puis on s'est dit, celles qui étaient là avant, pour se dire, OK, on fait un test avec celles qu'on connaît un peu, voir comment elles réagissent en hiver, et puis qu'on protégeait avant en hiver, puis d'autres, et voir comment ça prend aussi au niveau des envies, voir si ça tient les gels, et ça, c'est notre rôle de précurseur aussi. Ouais. Jacquet Essa est la plus grande entreprise de paysagisme dans le canton de Genève, mais vous travaillez également en France. Racontez-nous, c'est nouveau? Non, ça fait une quinzaine d'années qu'on a une entreprise en France. On a une trentaine d'ouvriers. On s'occupe beaucoup d'entretien. On s'occupe du Jiva Hill, par exemple. Et puis, on a énormément de clients privés qui nous font confiance depuis de nombreuses années. On est très contents. Pour vous, alors c'est vraiment une question très personnelle, que doit contenir le jardin idéal? Beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Ça se construit avec les sentiments, ça se construit avec le ventre. Après ça, je pense que ce qui est très important dans un jardin, c'est que ça change avec les saisons. Parce que les jardins où on a des tuyas tout autour et que c'est vert toute l'année, bon, bah, c'est efficace. Mais après ça, on a envie de se réjouir des floraisons, on a envie de se réjouir des feuilles d'automne, on a envie que ça évolue. Je pense qu'un point d'eau est toujours assez sympa, que ce soit petit ou grand, mais pour le bruit de l'eau et puis pour la fraîcheur que ça apporte, puis tellement de choses. Vous êtes actif principalement dans le canton de Genève. On imagine avec une clientèle potentiellement très aisée. Est-ce que ces personnes-là s'intéressent elles-mêmes de la création de leur jardin, ou est-ce que ça fait partie des tâches qu'elles délèguent? Elles le déléguaient plus avant et elles le sont beaucoup plus concernées maintenant. Et elles sont beaucoup plus partie prenante. Mais on a une clientèle aisée et on a une clientèle... de tous les niveaux, et c'est ça qui est sympa aussi. On fait aussi des balcons, on fait des terrasses aussi, mais donc c'est ça qui est sympa, c'est de se remettre en question chaque fois. Mais non, en général, on se rend compte d'ailleurs que si on n'a pas un contact directement avec le client, ça marche pas. Ça marche pas parce que les besoins réels, j'en parlais, on le fait avec le ventre, autant nous que les clients, et on a besoin d'avoir ce contact. Je pense que c'est un critère en fait. Le budget moyen d'un client est en hausse par rapport aux dernières années. Oui, parce que je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était un investissement et c'est pas seulement une dépense. Et de nouveau, maintenant, la partie végétale d'un aménagement est devenue beaucoup plus importante. Ils la vivent beaucoup plus intensément, donc ils mettent plus de moyens dans les jardins. Ça vous arrive à des moments de refuser des projets ou de vous dire que justement c'est contre nature, c'est contre vos valeurs, de se dire qu'un endroit pourrait être plus végétalisé que ce qu'on vous propose? On est entrepreneur avant tout. Ça quand même, il faut se dire qu'on refuser des projets, c'est quand même contre nature pour le coup aussi. Maintenant, s'il y a des choses qui sont alors techniquement aberrantes, on les fait pas. Si on voit que ça n'a pas de sens et que c'est une aberration, on essaie d'orienter. Et alors là, on a l'avantage justement d'avoir pas mal de crédibilité et les gens nous écoutent nous écoutent. Donc quand on exprime quelque chose, en général, on nous suit et on voit que de plus en plus, même dans les marchés publics, même quand c'est des collectivités, qu'il y a des architectes paysagistes et spécialistes qui ont réfléchi au projet, quand on arrive avec des solutions qui seraient peut-être plus pragmatiques, peut-être parfois, on nous écoute. Ouais. C'est plutôt positif. Dans votre domaine, la compétitivité, elle se fait plus sur le prix ou sur la rapidité d'intervention lorsqu'on doit créer un nouvel espace? Le prix, les marchés publics, maintenant, ils ont mis des nouveaux critères qui tiennent compte du développement durable. Tout le monde a bonne conscience avec ça, mais en fait, il y a un calcul du prix au mètre carré ou au mètre cube qui fait que c'est toujours le prix qui décide. Espérons que ça va évoluer, mais là, ça fait partie. C'est les deniers publics, donc je pense que tout le monde. Enfin, c'est important d'avoir un bon équilibre entre les deux, mais il y a des fois, le pas cher, c'est toujours trop cher. Pour ce qui est de la notion de temps, j'arrive avec un nouveau projet. Est-ce qu'il peut instantanément être pris en charge, ou est-ce qu'il y a une liste d'attente parmi vos clients? J'ai jamais une liste d'attente, mais là, en ce moment, c'est un petit peu. Pas la liste d'attente, mais on a pas mal de demandes. Mais Betumir, après, ça dépend du projet. Typiquement, si vous voulez avoir une piscine maintenant, bon, on va commencer à faire le projet, mais il va y avoir la phase autorisation qui va durer 3 mois. Et donc,
Si vous voulez l'avoir en juin, c'est absolument en novembre qu'il faut s'en occuper. Après ça, les plantations se font seulement pendant une période de l'année. Donc voilà, on joue aussi beaucoup avec les saisons. Odjaka, vous avez 2 gris-gris avec vous aujourd'hui. Ils sont dans votre sac à main, donc ils doivent être essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. On vous laisse les montrer. Alors oui, c'est pas hyper glam. Donc, c'est un laser et c'est un double mètre. Celui-ci sert surtout, je vais tout vous montrer, à mesurer les arbres à 1 mètre du tronc, comme on le fait. Et il m'en manque un qui est encore le double mètre. En fait, oui, je crois que dès qu'on arrive sur un terrain, chez un client, on a tout de suite besoin d'avoir les mesures, les différents ordres de grandeur. Donc, c'est vraiment l'outil de base d'un architecte paysagiste. En tout cas, moi, ça fait partie de mon quotidien. Et puis alors, un laser. Oui. Quel est l'avantage ? Ça peut faire mal aux yeux. Ah oui, ça peut faire mal aux yeux, évidemment. Mais ça permet, là, je peux vous prendre n'importe quelle mesure sans bouger. Et là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, avec le double mètre, vous mettez plus de temps. Donc, c'est des utilités différentes et complémentaires. Merci beaucoup, Odjaka. Merci. D'avoir répondu présente aujourd'hui à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. À B2B. Merci, Elliot. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneuses en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.